for the difference between you and me. From the distant places I will be. I'm sorry, you're right to believe. Everybody can think that I'm crazy. Tout de suite, on se retrouve pour notre émission Vous êtes formidable, émission 100% positive et inspirante avec des belles rencontres de néo-aquitains et avec aussi plein de conseils dans différents domaines grâce à nos experts et chroniqueurs. A tout de suite. Jeudi soir, débat doc. Jean-Pierre Cagnat est un dessinateur de presse prolifique. Lorsque la Bibliothèque nationale de France lui demande une partie de son œuvre, pour en conserver la mémoire, il lui faut plonger dans près de 18 000 dessins et surtout choisir une œuvre titanesque filmée par sa fille, la réalisatrice Alice Cagnat. Au-delà d'un portrait de dessinateur de presse, Débat Doc s'intéresse à la responsabilité éventuelle de l'artiste, au poids du message livré et surtout à la liberté de la presse qui tend peu à peu à se réduire à travers le monde. Quand le destin fait l'actu, Débat Doc présenté par Sandrine Valero, c'est jeudi dès 21h10 sur Noah. Je m'appelle Robin, je fais de la guitare et je chante dans Nastijo. François, je fais de la batterie dans Nastijo. Bastien, je fais de la guitare, du chœur et un petit peu de clavier. Et moi c'est Nicolas Coiva, je fais de la basse dans Nastijo. Nastijo, c'est un projet d'indie rock post-punk de Bordeaux. Ça fait 4-5 ans qu'on a cette formation-là. Et on joue un petit peu partout en France. Pour la plupart du groupe, François, Robin et moi, on se connaît depuis presque 10 ans. On s'est rencontrés au détour d'un premier groupe qui était un groupe plutôt pop, plutôt indie pop. Et notre idée dès le départ, c'était en fait de faire du rock et donc de bouger sur scène. Et quand on est tous arrivés sur Bordeaux, donc on a retrouvé Nico, le bassiste, et du coup en fait on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose de plus rock'n'roll, plus énergique. Il s'appelle Deep Side of Happiness, designé par Robin d'ailleurs. Ça représente vraiment le côté sombre un peu de la porte, quoi. Donc derrière il y a le bonheur, mais autour il y a vraiment le côté sombre. La plupart des textes de l'EP, on les a écrits pendant le confinement. Du coup, c'était une période qui était vachement anxiogène. Donc les textes qui sont ressortis, c'était pas des textes hyper heureux. Ça parle un peu d'isolement, de schizophrénie, de la mort, de choses comme ça. Globalement, on a toujours été quand même vachement attirés par une scène qui démarre des choses plutôt sombres aussi. Le bonheur, c'est sympa, mais au bout d'un moment, c'est chiant aussi. Et c'est vrai qu'on se retrouve un peu plus on retrouve un peu plus d'intérêt à nous parler de nos névroses, à parler de ces choses-là, puisque c'est des choses vraiment qu'on partage à quatre. C'est vrai que c'est des chansons qui portent d'une certaine manière un soupçon d'espoir, mais qui font aussi
qui reflète, on va dire, une partie de nos vies, mais en tant que jeunes, je pense, d'une grande partie de la population, on va dire peut-être les 20-35 ans. On a fait du petit bar comme de la grosse scène. C'est un petit peu les étapes de développement d'un groupe logique. Donc c'est vrai qu'on a, par exemple, le week-end dernier, on a joué à Bergerac devant 30 personnes. Et on a joué devant 5-6 000 personnes à Belfort le lendemain. Là, le Krakatoa, c'est quand même une hyper belle scène aussi. Et de toute façon, le but, quand on veut se développer dans le rock, c'est de jouer le maximum possible. Là, on est en tournée en ce moment. On a 5 dates avec un groupe qui s'appelle Purse, du coup, la semaine prochaine. Qui est chez Lagon Noir aussi, donc notre tourneur. Et en parallèle, on prépare un double single qui sortira en septembre. Et en même temps, on prépare aussi l'album. On est déjà en train d'écrire la suite, quoi. Il est avec nous cette semaine dans Noah Weekend. Moi, je l'appelle le MacGyver des océans. C'est la légende de la navigation Yves Parlier. Yves, quel est votre attachement à la Nouvelle-Aquitaine ? C'est mon enfance passée dans la maison d'Igusquian à Arcachon et puis la dune du Pilol, Bandarguin, la voile sur le bassin. Merci beaucoup. Si vous voulez en apprendre beaucoup sur ce monsieur, retrouvez-nous bientôt dans Noah Weekend. Yves Parlier est l'invité d'Arnaud Loquet dans Noah Weekend, à voir sur notre plateforme et vendredi à 19h50 sur Noah. Vous êtes formidable en Nouvelle-Aquitaine, c'est reparti, je suis ravie de vous retrouver ce matin et ravie de vous retrouver aussi, bonjour à tous les trois. Alors au programme, avec vous, ce matin on parle d'environnement, toujours avec toi Jean-Jacques. Oui, bonjour. Et de quoi Vanessa. plus particulièrement ce matin? On va parler d'un sujet qui est d'actualité et puis qui fait débat, c'est l'impact des routes sur l'environnement et notamment la biodiversité. Hyper intéressant et toujours très très d'actualité. Bonjour Hélène. Bonjour. Je suis ravie de vous voir ce matin avec nous. Vous allez nous parler d'un sujet qui est un enjeu incroyable dans notre société aujourd'hui. Oui, mais la santé mentale au travail et ces difficultés justement qui touchent de plus en plus de salariés. Oui, ça va aussi intéresser peut-être beaucoup de monde. Ouais. Bonjour Constance. Bonjour Vanessa. Avec toi, on va cuisiner et déguster. Une recette sucrée ce matin, on va faire une tarte au citron meringuée. Donc je vous montrerai les différentes étapes de cette fameuse tarte au citron. Très bien, on va déguster ça d'ailleurs en fin d'émission avec notre invitée formidable aujourd'hui. Elle vient nous parler recyclage, surcyclage. Elle fabrique plein de petits accessoires et des jolies poupées. On retrouve tout de suite Sabrina Barrière. C'est parti. Et je suis très heureuse de vous la présenter, Sabrina Barrière. Bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes venue avec plusieurs des accessoires que vous fabriquez avec vos petites mains et notamment avec ces poupées-là. Et ces poupées, c'est un peu grâce à elles que votre activité de couturière a démarré. Oui. Elles sont d'origine mexicaine, je crois, c'est ça ? Oui, elles sont inspirées par des poupées mexicaines qui s'appellent les poupées Amealco, oui, qui sont fabriquées par des artisanes dans le village d'Amealco, qui est dans l'état de Querétaro, donc au Mexique. Parce que c'est en allant là-bas au Mexique que vous les avez découvertes, ces poupées, c'est Exactement, ça ? Je les ai découvertes au Mexique, je les aime beaucoup et c'est elles qui m'ont donné envie de commencer à coudre. Donc les premières choses que j'ai cousues, c'était des poupées et j'ai beaucoup aimé ça. Donc après, je me suis dit que je pouvais probablement coudre d'autres choses. Et donc là, vous faites donc ces poupées, vous faites ce qu'il y a autour, donc notamment des sacs, des petites pochettes, différents types d'accessoires, des coussins aussi. Oui. C'est quoi le panel de tout ce que vous faites aujourd'hui ? Là, il y a un échantillonnage. Ouais. Il reste aussi d'autres choses que je n'ai pas apportées. Le principe, c'est essentiellement de coudre avec des tissus de seconde main, parce qu'on a tellement de déchets textiles que c'est dommage de ne rien en faire. Et souvent, on va jeter quelque chose parce que c'est un petit peu déchiré ou taché, mais
il y a une grande partie de la pièce qui peut être réutilisée. La plupart de ce que j'utilise, avant, c'était des draps, des nappes, des rideaux, des vêtements parfois aussi. Et j'ai des partenariats, notamment avec le Secours populaire et l'association Conso mais autrement, qui me... À Limoges, parce que vous êtes à installée Limoges, bien sûr, qui me fournissent l'essentiel des tissus que j'utilise. Et j'ai aussi un partenariat avec la blanchisserie industrielle de la Fondation Delta Plus, qui me fournit des serviettes qu'elle lave pour des EHPAD ou des hôtels. Et quand les serviettes sont déchirées ou tachées, même chose, comme ils ont une démarche RSE très importante, ils ne veulent pas jeter. Donc, ils me les donnent et moi, je transforme. Alors, donc, par exemple, montrez-moi ça. Donc ça, c'est un mini gant de toilette pour se laver le visage ou pour les enfants, parce qu'on a du mal à trouver des gants de toilette à la taille des mains des enfants. C'est mignon, voilà, donc un autre plus grand. Un autre plus et grand. Ça, effectivement, c'est fait à partir d'anciennes serviettes qui étaient utilisées dans un EHPAD. Oui. Et des serviettes pour essuyer le visage aussi, des petites serviettes. Et j'adore ce tissu, effectivement, quand on se dit que peut-être ça aurait dû finir à la poubelle. Exactement. On se dit que là, il y a des trésors, en fait, perdus, souvent. Oui, tout à fait. Et là, on parle, alors, c'est même pas du recyclage, c'est du surcyclage. C'est du surcyclage, oui, parce que le recyclage, en général, on transforme, c'est-à-dire qu'on va broyer ou fondre, ou voilà. Dans le surcyclage, on garde la matière telle qu'elle est, c'est juste qu'on fabrique autre chose avec. Il n'y a pas de perte de valeur, finalement. Non, on transforme quelque recrée chose. de la valeur. Comment est-ce que alors, vous faites un autre métier à côté? C'est pas là, vous avez créé votre entreprise pour faire tout ça, pour vendre aussi. Vous avez un autre, pas un vrai métier, mais un autre métier que c'était votre premier métier. Oui. Vous êtes enseignante. Exactement. Je suis enseignante à l'IUT du Limousin, dans le département technique de commercialisation, et ça me permet aussi de faire du lien parce qu'actuellement on a des projets avec les étudiants. On organise le 28 mars au bâtiment 25. Le salon Les Intérieurs de Limoges. Ça, c'est effectivement bâtiment 25, c'est une sorte de tiers-lieu qui est à Limoges. À l'ancienne caserne Marceau. Donc c'est en collaboration avec l'association 25 bis et les étudiants Tech Deco à Limoges qu'on a créé cet événement qui sera autour de la décoration et tout ce qui va à l'intérieur, mais fabriqué uniquement à Limoges. Donc vous faites des ponts entre vos deux activités. Exactement. Vous arrivez à faire les deux, à mener de front ces deux activités, enseignante et puis couturière? Oui, j'y arrive parce que j'ai une grande capacité de travail. J'ai été chef de département pendant plusieurs années où j'avais beaucoup de travail. Voilà, donc j'arrive, oui, à mener les deux activités de front. Parce que combien de temps? Parce qu'il faut du temps pour... Là, une petite poupée comme ça, là, par exemple, combien de temps est-ce que vous mettez pour la fabriquer? Pour la fabriquer, il faut 10 heures. 10 heures? Oui. C'est une grosse journée de travail. Oui. D'accord. Ça s'étale généralement sur plusieurs jours. J'imagine que vous n'en faites pas une par jour, en tout cas. Comment est-ce que vous vendez vos produits? Je suis présente dans des boutiques éphémères et sur des marchés. Donc je suis généralement aux boutiques éphémères de bâtiment 25 au printemps et à Noël, également à la Galerie des Métiers et ponctuellement sur des marchés à Rochechouart. Actuellement, je suis dans une boutique permanente aussi à Rochechouart qui a ouvert en décembre, Roche à cadeaux. Et parmi ce que je propose, il y a aussi des housses de coussins. Alors, je peux vendre le coussin entier, mais mon objectif serait plutôt que les gens qui ont des coussins un peu démodés ou qui en ont marre de voir me contactent pour que je puisse rhabiller ces coussins-là avec des housses, parce qu'on n'a pas besoin de jeter la totalité du coussin si l'intérieur est correct. Est-ce que cette philosophie autour du recyclage, du surcyclage, c'est quelque chose qui habite d'autres facettes de votre façon de vivre, de consommer? Oui, bien sûr, au quotidien, je trie mes déchets, j'ai changé mes habitudes de consommation depuis déjà très longtemps, c'est-à-dire que je n'achète que si j'ai besoin et j'achète de qualité pour être sûr que ça dure dans le temps. Et puis on répare, on pense à réparer et pas à jeter. Voilà, est-ce que vous étiez douée de vos mains? Est-ce que vous étiez couturière depuis longtemps? Non. Ou alors je ne le savais pas. Je l'étais sans doute, mais je ne le savais pas. Non, je me suis mise à la couture il y a 2 ans et j'ai adoré. Il y a seulement 2 ans, et en 2 ans, vous êtes capable de faire tout ça? Oui. C'est incroyable. J'ai pris des cours de couture, bien évidemment. Alors c'est ça, il n'y a pas de secret, il faut quand même apprendre. Voilà, au début, il faut apprendre, mais après, c'est essentiellement la pratique. Et voilà, ma fille aînée me dit que j'ai peut-être raté ma vocation depuis 30 ans. Peut-être. Et moi, je trouve que je ne l'ai pas ratée parce que je suis bien dans l'enseignement et je suis contente d'avoir découvert. Vous avez trouvé une deuxième vocation.
passion. Et ce qui est intéressant aussi, mais ça on en parlera dans quelques instants, c'est que vous transmettez cette passion et ce nouveau savoir-faire que vous avez acquis. On en parle dans quelques instants, mais on va parler aussi d'autres choses dans l'émission. On fera de la cuisine avec Constance, on parlera environnement avec l'impact des routes, ça ce sera avec Jean-Jacques, mais tout de suite on parle de la santé mentale au travail avec Hélène. Alors Hélène, je suis ravie que vous puissiez venir ce matin nous parler de cet enjeu qui est juste essentiel, la santé mentale au travail, dont on parle peut-être pas suffisamment. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend souvent au niveau des entreprises parler de performance, tout ce qui est les objectifs, les engagements et également des résultats. Mais en fait, on parle très peu de la santé mentale des salariés, notamment quand ils sont face à des exigences toujours multiples au niveau du travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la santé mentale, en fait, ça nous concerne tous. Aujourd'hui, il y a un chiffre inquiétant. Exactement. Quand même 42% des salariés qui sont aujourd'hui en détresse par rapport à ces soucis de santé mentale, sur tout ce qui est l'absentisme, les dépressions, également le burn-out. Donc en fait, oui, ça concerne tout le monde, mais ces chiffres, ils sont souvent invisibles parce qu'en fait, la plupart des salariés qui sont confrontés à ces difficultés, ils continuent d'aller au travail chaque jour. Donc, ils ne se mettent pas en arrêt maladie au premier coup de blues, voilà. Non, ça vient vraiment plus tard. Donc en fait, chaque matin, ils vont se lever avec justement, alors que le corps est en train de lâcher, on se retrouve avec la boule au ventre quand on va au travail. Et tous ces signes sont là petit à petit et ça devient vraiment difficile par rapport à cette situation. Mais en plus, ce qui est difficile, c'est que les gens n'osent pas parler. Ça devient vraiment tabou. C'est tabou encore aujourd'hui. C'est encore tabou sur le lieu du travail, notamment parce qu'on se dit, on ne va pas se plaindre, on a un travail, mais tout ça, on garde à l'intérieur et finalement, on doit faire face à tout ça, on doit faire face à justement garder bonne figure au niveau de la maison, au niveau du travail. Et ça devient vraiment difficile. C'est quoi les symptômes vraiment de ces difficultés-là? Alors les symptômes, il y a plusieurs signaux. D'abord, il y a tous ces signaux, mais au début, en fait, j'ai envie de dire, tous ces signaux, on les met de côté. On n'aperçoit pas que, en fait, notre corps nous envoie tous ces signaux d'alerte. Et finalement, on peut avoir des signaux comportementaux. Par exemple, une personne qui est très investie dans son travail, qui petit à petit délaisse tout ça, ou une personne qui est très sociable et finalement, elle va se trouver à s'isoler. Ouais, il y a quand même plusieurs signaux qui peuvent alerter, qui sont là, présents quoi. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude en fait de les avoir dans notre quotidien. Et finalement, ça devient dans notre quotidien, ça devient fréquent et finalement, ça devient invisible. Ouais, on les banalise. Exactement. Il y a les signaux émotionnels, il y a les signaux effectivement, les changements de comportement, mais il y a aussi les signaux émotionnels qui sont des marqueurs. Exactement. Forts. Voilà, des signaux émotionnels. Vous avez les signaux cognitifs également. Voilà, il y a plusieurs signaux qui sont là, mais finalement, on se dit que c'est normal. On n'y fait pas toujours attention et ça rentre dans la normalité. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Comment est-ce qu'on peut agir? On peut agir de différentes manières, c'est-à-dire des choses toutes simples en fait. Déjà, on peut apprendre à laisser notre téléphone, notamment si on a un téléphone portable professionnel. Dès le matin, on arrête de regarder tous ces mails professionnels et tout, et on laisse un petit peu ça de côté, notamment quand on est en famille. En vacances, le soir, le week-end, on essaie de laisser effectivement... Oui, parce que c'est vraiment une surcharge mentale et on continue tous les jours de cumuler tout ça et donc c'est compliqué. On peut sortir dehors, aller marcher, tout simplement s'asseoir dehors et arrêter de penser, tout simplement s'ennuyer. Voilà, s'ennuyer parce que notre cerveau, il est tellement conditionné. Sursollicité. Exactement. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs choses comme ça qui fait qu'on peut arrêter de penser à tout ça. Et puis il faut oser parler quand vraiment ça ne va pas aussi. Exactement, il faut oser parler et c'est là que vient le souci, c'est que les gens n'osent pas parler et finalement ils sont face au silence. Donc voilà, c'est là que ça devient plus compliqué en fait. Mais parler à qui d'ailleurs? On peut parler à plusieurs personnes, notamment par exemple sur son lieu de travail. C'est pour ça que par exemple j'interviens au niveau des entreprises, parce qu'on peut former déjà les managers, les dirigeants, pour leur apprendre à comment accompagner des personnes qui sont en situation de détresse, leur apprendre à observer, à déceler justement, mais leur apprendre à, je dirais, à ne pas juger non plus, parce que oser parler, c'est pas un signe de faiblesse justement, et c'est justement pour les amener, ou ne serait-ce qu'aller voir une personne et lui dire je sens que
tu vas pas bien en ce moment? Est-ce que tu veux qu'on prenne un moment pour parler tout simplement? Voilà, il faut savoir se rapprocher de cette personne-là et notamment faire comprendre aux salariés que la santé mentale et le bien-être au travail, c'est important dans l'entreprise et surtout que ça devienne une normalité. Bien sûr. Oui. Donc il faut effectivement sensibiliser les salariés eux-mêmes et les managers qui aient l'œil et qui soient attentifs à cette santé mentale de leurs salariés, de leurs collègues et qu'il y ait un dialogue qui se crée tout simplement et tout le monde s'en portera mieux. Et l'entreprise aussi. Exactement, parce que l'entreprise, il faut quand même, en France, aujourd'hui, le coût de la santé mentale est estimé quand même à 25 milliards d'euros par an. Donc c'est quand même un chiffre énorme. Et en fait, une entreprise qui va bien, c'est un salarié qui est en bonne santé. Bien sûr. Voilà. Et l'inverse est vrai aussi. Merci beaucoup Hélène. Et donc vous faites effectivement des interventions en entreprise avec votre structure et vous avez aussi créé donc l'association Stop Agression. Vous étiez venue ici en parler il y a peu de temps dans l'émission. Vous êtes formidable. Merci beaucoup Hélène d'être venue nous parler de tout ça. On change de sujet. On va rejoindre Jean-Jacques pour parler de nos routes et de leur impact environnemental. Il y a des choses à dire. Alors Jean-Jacques, effectivement, le thème des routes, de nos infrastructures routières, et Dieu sait s'il y en a, et on en construit toujours plus, évidemment qu'il y a un impact environnemental, et c'est ce dont tu voulais nous parler ce matin. Oui, effectivement, parce qu'il y a souvent un petit peu, des fois, des points de conflit entre les nouvelles routes qui veulent se créer, qui sont tout à fait, j'allais dire, justifiées pour aller plus vite. On ne connaît pas de route où il n'y a personne qui roule. Donc, et c'est surtout parfois des territoires qui ont l'impression d'être très enclavés, donc parfois, il y a aussi peu de trains, de moins en moins de trains, de moins en moins de rails, donc voilà, cette volonté de faire des nouvelles routes. Alors on a fait il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a à peu près 180 000 km de routes. Sur ces 180 000, il y en a 120, c'est des routes communales. Il y en a à peu près une cinquantaine, c'est des routes départementales. Et le reste, c'est les autres routes et puis les routes nationales, quoi. Donc il faut savoir que chaque génération construit son infrastructure de transport et à chaque fois, ça artificialise et ça prend de l'espace dans la... Oui, parce que les anciennes routes, on les garde. Eh bien oui, on les garde. On a construit ces maisons. Il faut les entretenir. Alors, je ne parle pas du coût économique que chaque génération doit supporter. Hein. Ça coûte de plus en plus cher de vivre parce qu'effectivement, chaque génération garde les anciennes ses besoins. Et puis, donc, il y a évidemment l'impact sur la flore et la faune qui est très important. Alors, il y a l'impact environnemental. On artificialise à peu près un département tous les 7 ans. C'est-à-dire que la construction de routes nouvelles occupe la surface d'un département tous les 7 ans. Donc déjà, on pense que ça va être limité à un moment donné. Hein. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, parmi ces impacts, il y a des impacts directs sur la biodiversité. Il faut savoir que les infrastructures, surtout les grandes routes, ça cloisonne les territoires. Il y a une mortalité importante d'animaux sur les routes. On considère qu'il y a à peu près 3 à 4 animaux par kilomètre de route qui meurent. Et oui, avec des petits mammifères, là on voit. Alors attention, les images sont pas super sympas à regarder. Ça, c'est ce qu'on trouve, mais alors, on ne compte pas les insectes qu'il y avait sur les parois brisées, mais il faut penser qu'il y a des grenouilles, des tritons, des choses comme ça. Ceux qui se font manger par les corneilles qui ont été prendre les hérissons, on peut multiplier par 5 ou 10 cette mortalité sur les routes. Donc ça, c'est déjà important. Il faut penser aussi qu'il faut les entretenir. Dans une période où on passe du sel sur les routes, ce sel-là, par exemple, c'est anodin du sel. Naturel, sauf que ce sel, quand il ruisselle, il va dans les fossés. Dans ces fossés, il peut aller dans les nappes phréatiques. Dans ces fossés, il y a des points d'eau. Actuellement, donc, pendant cette période-là, au printemps, des fins de l'hiver, les amphibiens vont pondre, les grenouilles et tout, sauf que dans une eau qui a quelques degrés de plus de salinité, ça marche plus, quoi. Mais ça, c'est un truc qu'on ne sait pas, on ne parle jamais de cette pollution-là. Eh bien oui, c'est ça. Donc c'est un risque important. Et plus on a de routes, plus on aura d'impact sur la biodiversité. Donc c'est pour ça que la communication, souvent, elle paraît anecdotique. On dit, j'ai besoin de me déplacer, on a besoin d'aller vite, et ils nous embêtent avec la biodiversité, quoi. Mais on ne se rend pas compte que c'est un impact important. Oui, parce qu'on parle souvent des empêcheurs de tourner en rond, les associations environnementalistes, etc., qui sont souvent contre la construction de nouvelles routes. Mais il y a une raison finalement. Et la raison, c'est pas une religion, hein, c'est des choses scientifiques, ce sont des chiffres et des données qui sont à la disposition du ministère des Transports, puisque c'est comptabilisé, c'est des choses qui sont déjà modélisées. Tu n'as pas évoqué aussi la pollution lumineuse et sonore qui peut avoir un impact? Un impact sur la pollution lumineuse, hein, on le sait, mais il y a des routes qui étaient éclairées la nuit à une époque, donc ça modifie la circulation des animaux qui ont besoin de la nuit. La nuit, c'est un droit pour notre santé, mais c'est aussi un droit pour
les animaux. Et puis effectivement, la pollution sonore qui modifie beaucoup, par exemple au printemps, hein, le bruit que font les voitures sur les bandes roulantes, eh bien, ça modifie complètement les oiseaux qui, eux, quand ils chantent, c'est pas pour égayer le printemps, c'est pour communiquer entre eux, quoi. Donc il y a des baisses de reproduction aussi dans les endroits qui sont notamment très bruyants par la circulation, quoi. Voilà. Bon, pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui râlent parce qu'ils se sentent un peu enclavés et qu'ils voudraient des nouvelles routes qui ne se font pas? Eh bien, c'est qu'il faut penser que se déplacer, ça peut être aussi un temps de plaisir. On n'est pas obligé d'aller toujours de plus en plus vite, parce que quand tout le monde va vite, on n'a plus d'avantage. Donc il faut encore aller plus vite. Il faut aussi peut-être accepter de moins se déplacer, d'où l'idée aussi, c'est de relocaliser les économies. Et puis dans les outils d'entretien, par exemple, il y a des territoires en montagne qui ont commencé à arrêter le sel, qui vont mettre par exemple de la grave, du petit gravier, ou même des plaquettes de bois ou de la sciure sur la neige, hein, pour pouvoir c'est mieux que le sel. accrocher. Voilà, c'est mieux que... Donc il existe actuellement des solutions à ces problèmes-là. Il y a des passages qui sont faits pour la faune et la flore, enfin la faune sur les passages des crapauds ducs ou des passages d'animaux en souterrain ou en aérien. Donc petit à petit, on peut en prendre en compte. Mais globalement, il faut peut-être se satisfaire des routes que nous avons actuellement et organiser notre société pour que ce que nous avons actuellement réponde à nos besoins. Et pensons au train, ça peut être bien aussi. Merci beaucoup Jean-Jacques pour ces infos, c'est toujours bien de rappeler tout ça. Sabrina, je reviens à votre activité. Je suis sûre que vous êtes sensible à ce que vient de dire Jean-Jacques, puisque vous êtes dans cet esprit, cette philosophie-là de ne pas gâcher, de ne pas gaspiller, de réutiliser. Et ça, c'est quelque chose que vous transmettez avec des ateliers, et notamment dans des EHPAD. Racontez-nous. Oui, souvent, il y a des personnes qui, à partir d'un certain âge, ne peuvent plus coudre, qui cousaient avant, mais qui ne peuvent plus, soit parce que la vue a baissé et mettre le fil dans l'aiguille, tout simplement ça, qui en fait est le début de l'activité, c'est plus possible. Ou alors des problèmes de motricité autres. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je suis enseignante, donc transmettre et accompagner, vous aimez transmettre dans mon ADN. Et donc je propose ces ateliers pour les personnes en perte d'autonomie. Donc j'interviens déjà dans des EHPAD, mais ça peut être aussi auprès d'un public de personnes porteuses de handicap. Et j'aimerais aussi intervenir à domicile, parce que ce dont on parle moins, c'est le maintien à domicile, que les familles considèrent comme étant la meilleure solution. Mais, pas toujours mais finalement, ces personnes-là en maintien à domicile peuvent être plus isolées et manquer plus d'activité ou de contact social. Donc c'est un moyen de maintenir le lien social et de stimuler le corps et l'esprit, bien évidemment. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Puis en plus, vous faites aussi des ateliers de temps en temps, plutôt grand public. Donc ça, c'est plus ponctuel. Oui, il y en a un, notamment le prochain, ce sera le 28 mars, pour fabriquer une housse de coussin, justement. Un événement organisé à Bâtiment 25, en collaboration avec les étudiants. Ça, c'est pour les Limoujos ou ceux qui sont dans le coin. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre activité. Et puis voilà, les passions, les savoir-faire peuvent s'apprendre à tous les âges, se déclencher à tous les âges. C'est ça qui est sympa avec votre expérience. On va terminer en cuisine. Est-ce que vous aimez la tarte au citron meringuée? Mais bien sûr. Eh ben, on va aller déguster et puis apprendre à la faire aussi avec Constance. Et Constance, elle est stressée parce que les blancs en neige, ils de retomber, c'est ça? Quand il y a des blancs en neige, c'est toujours un peu stressant. Oui. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous apprendre à faire une tarte au citron meringuée aujourd'hui. Les différentes étapes, en gros, c'est qu'il y a 3 petites recettes. D'abord, il faut apprendre à faire sa pâte à tarte. Donc là, moi, je suis partie sur une pâte à tarte sucrée, un peu la même qu'on avait faite pour la tarte amandine, si vous vous souvenez. Donc, vous mettez de la farine, du beurre, un œuf. On remplace l'eau par l'œuf. C'est ça qui va permettre d'avoir la bonne texture. Il n'y a pas d'eau, sinon c'est une pâte brisée. D'accord. Alors bon, moi, ma grand-mère faisait une pâte brisée, c'était un peu sa recette, mais je trouve ça plus sympa, une pâte sablée, sucrée, avec un peu de cassonade et des zestes de citron. Si dans votre pâte, ça va ramener ce côté un peu peps et ce côté citron. Moi, j'ai aussi mis de la poudre d'amande parce que j'aimais bien cette base de pâte à tarte qu'on avait fait pour la tarte amandine. Ensuite, vous faites cuire à blanc, parce que c'est une tarte qu'on ne va pas cuire. La crème pâtissière de citron, elle est fraîche. La meringue, on va la flamber après.
au chalumeau. Donc pour la faire cuire à blanc, pour pas qu'elle gonfle, la petite technique, c'est de mettre... La petite technique, donc voilà, vous le voyez, j'ai mis des haricots. Si vous avez des petites billes de céramique, vous pouvez mettre aussi un papier sulfurisé, comme ça vous fait pas ces petites marques-là. Et ensuite, donc une fois qu'elle est cuite à 180 degrés pendant une trentaine de minutes, on va dire, il faut que les bords soient bien colorés. Vous faites une crème au citron, une crème pâtissière citron, c'est plutôt simple, c'est classique pour ceux qui aiment la pâtisserie. Il n'y a plus qu'à suivre... c'est quoi ta une recette. Donc moi, je mets de la cassonade, des jaunes d'œufs, je mets le jus de 4 citrons. Oui. On met les zestes de 2 citrons, pas que ça soit non plus trop fort. On rappelle plutôt des citrons bio si on utilise le zeste. Absolument, tout le temps bio quand on utilise le zeste. Donc là, c'est 4 citrons bio. Voilà. Ensuite, on a fait une meringue. Donc tout simplement, vous prenez des blancs, vous montez des blancs en neige, vous mettez du sucre. Et ça vous donne cette meringue. On va utiliser la poche à douille pour faire une... Ça me fait toujours peur, la poche à douille. Moi aussi. Je sais pas m'en servir. Surtout avec une meringue qui est un peu chaude. Alors, hop là, voilà. C'était le départ. Bon, la mienne est un peu chaude, évidemment. Il faut la laisser au temps frais, de l'émission. Il faut la faire au dernier moment. Donc là, bon, elle est un peu chaude, mais ça va le faire quand même. Voilà. Sur la meringue, vous pouvez faire une meringue italienne ou une meringue suisse, mais vous pouvez faire une meringue plutôt... pour une recette simple, vous faites une meringue classique avec du sucre. Sinon, les meringues plus spécialisées, c'est avec du sirop, notamment. Voilà. Hop. Est-ce que vous cuisinez un petit peu, Sabrina ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas si évident. Mais vous qui êtes créative avec vos mains, vous faites de la cuisine. Oui, très bien. J'ai un peu moins d'imagination pour la cuisine. C'est vrai. Oui, parce qu'il en faut parfois un peu d'imagination. Tac. Elle est voilà. Très belle, Tata. Ouais, c'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Alors ensuite, je prends mon chalumeau. Alors on n'a pas tous des chalumeaux quand même. Non, et vous le mettez au grill. D'accord. Au grill, au four à 200, en mode grill. Ouais. Je vais mettre un peu plus fort. Hop. L'idée, c'est de colorer vraiment la tarte citron et que la meringue durcisse un peu. D'accord. Tac. On va pas mettre le feu au plateau quand même. Et on râpe un peu de citron, les zestes d'un citron. Vous pouvez mettre du citron vert pour ceux qui préfèrent. Moi, je trouve que le citron vert vient souvent des 4 coins du monde. Donc, les citrons jaunes, c'est plus proche. Ça vient d'Espagne, d'Italie. Ouais. Voilà. Hop. Et on va vous découper quelques petites parts. Ah, on n'a pas de petite assiette d'ailleurs. Regarde. Hop, voilà. Je t'apporte ça. Tac. Bon, c'est toujours meilleur de la faire maison par rapport à l'industriel, hein, vous l'aurez compris. Oui. Regardez l'intérieur. Hop, il se tient bien. Pour la crème pâtissière, pour épaissir une crème pâtissière, vous pouvez mettre de la fécule de maïs. D'accord. Parce que la farine, en fait, ça va apporter quelque chose d'assez... de trop épais, il y aura ce goût de farine. La fécule de maïs, ça permet justement, quand vous avez des pâtisseries et que vous voulez faire une pâtisserie plus légère. On n'a pas de non plus. Hein. Hop. On va essayer de manger avec les Elles sont juste voilà, sous le carton. Alors attendez. Donc, petit carton. Allez-y, servez-vous. Voilà. Ce serait quoi votre recette préférée, vous, Sabrina ? Vous qui faites de la cuisine un petit peu. En dessert comme vous voulez. J'aime beaucoup la mousse au chocolat. C'est vrai ? Oui, mais pas trop chocolaté, plutôt chocolat au lait. Très bien. Allez, on va goûter ça. Allez-y. Allez-y, hein, Jean-Jacques, Yann. Donc vous l'avez compris, il faut faire la meringue de suite et la passer au chalumeau ou au grill. Au grill, pour ceux qui n'ont pas de chalumeau, effectivement, une minute, moins d'une minute à mon avis. Il faut juste avoir le côté un peu croustillant. J'aime bien parce que c'est évidemment sucré, mais il y a l'acidité du citron. Et les deux se mélangent super bien. Cet équilibre. L'équilibre, tu l'as bien trouvé. Ouais. Merci beaucoup, Constance. Merci Sabrina d'être venue nous parler de votre activité. Merci Jean-Jacques. Et merci Hélène. À très bientôt pour plein de nouvelles choses à découvrir. Donc vous êtes formidables. On vous embrasse. Salut. Vendredi, Noah vous invite au Festival de Grenade. Goûtez la virtuosité d'un ensemble mythique, le Philharmonica de la Scala. Laissez-vous embarquer dans l'univers féerique de Prokofiev et savourez un voyage musical sous la baguette du maestro Riccardo Chailly.
Philharmonica de la Scala au Festival de Grenade, à retrouver sur notre plateforme et vendredi à 21h10 sur Noah. Soyez les bienvenus sur Noah, sur Ici Aquitaine, sur Ici Gironde et sur toutes nos plateformes pour le grand débat de l'élection municipale à Bordeaux, débat du second tour. Un scrutin très attendu. Bonjour à tous. Bonjour Kevin Blondel. Bonjour. Ce devait être un trio sur ce plateau aujourd'hui, mais ils ne sont plus que deux après le retrait. Surprise de Philippe Dessertine. Oui, d'un côté, Pierre Urmic, le maire sortant écologiste, allié aux socialistes. Bonjour. De l'autre, Thomas Cazenave, député de la Gironde, ex-ministre délégué chargé des comptes publics d'Emmanuel Macron, à la tête d'une liste d'union de la droite et du centre. Bonjour. Bonjour. Alors pendant 52 minutes, nous allons voir ce qui vous sépare et peut-être ce qui vous rapproche. Plusieurs thèmes dans cette émission. On va commencer par l'actualité, l'échec des alliances, on appelait comme ça ce premier thème, avec la surprise hier soir donc de l'annonce du retrait du troisième homme, Philippe Dessertine. Vous allez réagir après tous les deux, mais d'abord, on va l'écouter, Philippe Dessertine. Ces 20,2% sont insuffisants cependant. Je dois me rendre à l'évidence, la victoire dimanche prochain n'est pas envisageable. Je le regrette profondément. Conformément à nos principes, ceux qui nous unissent tous autour de cette liste, nous ne sommes entrés dans aucune discussion, aucune tractation, aucune négociation. J'ai donc pris la décision de me retirer dès ce soir de la course à la mairie de Bordeaux. Pierre Urmic, vous êtes tombé de votre chaise hier soir à l'annonce? Oui, surtout, je dirais, en entendant toutes les raisons qui sont à l'origine du retrait de cette candidature, retrait d'ailleurs de dernière minute, puisque la date expirait hier à 18h. Et quand Philippe Dessertine, là vous avez passé un extrait, mais il a été plus loquace que cela, et il a dit que parmi les raisons qu'il invoquait, il y avait la multiplication des pressions, amicales ou non amicales, des pressions, des attaques, des coups bas. Et je trouve, et je ne suis pas le seul... De son entre guillemets, camp politique ou de son environnement potentiellement politique? De ceux qui l'ont débranché, on est entre nous, on peut se dire les choses franchement. Allez-y. Et maintenant de ceux qui ont cherché à débrancher à la dernière minute cette candidature. Moi je peux vous dire en tant que politique et en tant que citoyen, je suis extrêmement choqué qu'on puisse à la dernière minute débrancher un candidat grâce à des attaques, des pressions et des coups bas. On lui a tordu le bras, Philippe Dessertine, c'est ce que vous dites? C'est ce qu'il dit. Il faut écouter toute sa déclaration. Je peux vous dire, depuis ce matin, je rencontre beaucoup de Bordelais qui sont un peu dans le même état d'esprit. C'est des méthodes politiques qui ne sont pas habituelles à Bordeaux. Bordeaux, on a une vie politique plutôt apaisée. C'est la première fois, je crois, qu'on voit dans les annales politiques bordelaises un candidat débranché avec une telle brutalité à la dernière minute. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et moi, en tant que politique, je ne souhaite pas que ces mœurs politiques qu'on pourrait penser révolues s'installent durablement à Bordeaux. Thomas Cazenave, vous n'avez cessé d'appeler à l'alliance avec Philippe Dessertine, ça ne s'est pas fait. Le fait qu'il se retire, est-ce qu'il a cédé à la pression? Alors il y a eu une tribune hier dans le journal du Figaro, de grandes figures du centre et de la droite. Il y a eu Gérard Larcher, le président du Sénat. Il y a eu les présidents des partis, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Édouard Philippe. Est-ce qu'il a cédé à la pression pour vous laisser le champ libre? Mais d'abord, moi, je voudrais saluer la campagne qu'il a menée, le projet qu'il a défendu. Et je l'ai dit d'ailleurs dès hier soir, je vais continuer à défendre un certain nombre de ses convictions. Nous avons d'abord le même regard sur le déclin de la ville. Il n'a pas mâché ses mots sur la situation de Bordeaux, mais également sur la nécessité d'une nouvelle ambition. Donc moi je dis, et j'ai eu l'occasion de le redire hier soir, à Philippe Dessertine, ses colistiers, ses équipes, et je sais à quel point c'est difficile. Et attendez, je termine, mais également ses électeurs, qu'ils retrouvent dans notre projet beaucoup de points de convergence. Donc c'est à la fois une décision, je sais, qui est difficile, une décision qui est responsable. Et à la différence de Pierre Urmic, moi j'observe ce qui se passe dans un très grand nombre de villes. La personne qui est arrivée en 3e position, qui n'est pas en situation de l'emporter dans un certain nombre de villes, finissent par se désister. Donc moi, vous savez, j'ai tendu la main
à Philippe de Sertine jusqu'au bout. J'ai décalé. Est-ce qu'il a cédé à la pression, Thomas Cazenave? Est-ce qu'il a cédé à la pression? Il a constaté qu'il ne pouvait pas l'emporter et il m'avait toujours dit qu'il ne voulait pas de fusion. Je lui ai tendu la main jusqu'à la dernière minute. J'ai même décalé l'heure de dépôt de ma liste en disant nous pouvons le faire. Pourquoi ? Parce que nous partageons l'essentiel. Mais est-ce que vous l'avez fait débrancher, comme dit Pierre-Éric, selon ces termes ? C'est vraiment très condescendant vis-à-vis de lui. Je veux dire, c'est un économiste, maintenant une personnalité politique qui s'est engagé dans cette campagne, qui a mené une belle campagne. On ne débranche pas. En revanche, qu'il y ait des prises de parole politiques, de responsables qui disent « Nous avons une responsabilité historique de réussir l'alternance à Bordeaux. 2/3 des Bordelaises et des Bordelais ont rejeté le bilan de Pierre Romic. Ne laissez pas passer cette occasion. » Il y a eu des expressions politiques. C'est de la politique. Mais nous, et ce que je souhaitais... Pas de coup de fil de l'Élysée, pas de pression de la Macronie. Non, moi je veux vous dire, mais non, mais... Pour que vous soyez seul dans l'espace politique, Thomas Cazenave. C'est vraiment la caricature. Et Pierre Romic... Non, je vous pose juste la question. Hier soir, Thomas Cazenave. Écoutez, il a été... Non, ne me faites pas de signes comme ça, j'ai bien compris. Non, mais... Je vais vous dire, vous avez même été jusqu'à dire que j'étais un candidat brutal et violent. Je tiens à dire ici avec beaucoup de force. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le débat démocratique. Je me suis engagé pendant 6 ans au conseil municipal. J'ai eu droit à tout. J'ai eu droit aux Trumpistes, j'ai eu droit aux collabos, j'ai eu dans les derniers tracts de Pierre Romic le fait que j'empoisonnais les enfants. Et maintenant, on me dit que je suis un candidat violent. Je me suis engagé avec tout mon cœur dans cette campagne. J'ai essayé de rassembler le plus largement possible. Jusqu'à la dernière minute, j'ai dit à Philippe de Sertine, vous avez toute votre place avec nous. Mais je crois qu'il y avait une question de principe chez Philippe de Sertine, c'est qu'il ne voulait pas d'union ou de rassemblement. Et moi, je veux, saluer cette décision, dire qu'il a prise en responsabilité et dire à toutes celles et ceux qui le soutenaient, nous avons désormais un projet dans lequel vous pouvez vous retrouver et que je vais défendre jusqu'à dimanche prochain. Il va le faire ? Mais moi, je vais défendre le projet jusqu'à dimanche prochain. Pensez qu'il va... Hier, il n'a pas parlé de ralliement, il n'a pas parlé d'appeler à voter pour vous. Je ne rallie à personne. Il a parlé. Il n'a pas parlé de ralliement. Il a toujours été cohérent. Il ne voulait pas de fusion, de rassemblement. Je le dis, quand on partage l'essentiel sur le recul de la ville, en disant il y a urgence à avoir un nouveau projet. Le projet que je défends, il y a beaucoup de convergence sur le rayonnement économique, le rayonnement culturel, la place du monde économique dans la ville, la cité. Ça, c'est beaucoup de convergence. Qu'est-ce que ça change pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change concrètement pour ce second tour sur retraite Philippe de Sertine? Ça change, pour moi, on a basculé dans un climat politique, je tiens à le dire, qui devient de plus en plus violent, auquel nous n'étions pas habitués à Bordeaux. Je le redis ici, c'est Thomas de Sertine qui a parlé de la multiplication des attaques, des pressions, des coups bas. C'est Philippe de Sertine lui-même qui en a parlé. Ensuite, quand Thomas Cazenave aujourd'hui essaie de nous dire mais il y a une proximité naturelle entre le programme de Philippe de Sertine et le mien, si c'était le cas, Philippe de Sertine aurait appelé à voter pour Thomas Cazenave. Il ne l'a pas fait, et je tiens à dire cette proximité, elle ne transparaît pas quand Philippe de Sertine dit, et je vais citer les propos précis qu'il a pu tenir hier soir, mais qu'il avait déjà tenu auparavant, le macronisme a atteint un plafond de verre à Bordeaux comme partout. Thomas Cazenave a beau faire des additions, il ne pourra pas être maire. Et une immense partie de mon électorat refuse autant sa vision que sa logique macroniste. Bordeaux ne sera pas la dernière ville à avoir un maire macroniste. Fin de citation. Alors, pour la convergence, vous mentez quand vous parlez de convergence. Moi, si vous voulez... Non, mais ce sont des propos... Pierre Romic, depuis le début de cette campagne, je vais vous dire la vérité. Oui, dites la vérité. Vous vous échappez. Mais non, j'ai cité ces propos. On va laisser répondre peut-être M. Cazenave. Vous avez trouvé votre axe depuis le début. C'est le macronisme. Je me fiche complètement du macronisme. J'ai fait une alliance et un rassemblement très large de celles et ceux qui se contrefichent du débat national et qui ont pour seule boussole de s'engager pour faire gagner la ville, parce qu'ils ne peuvent pas accepter tous ces reculs sur le plan de la propreté, de la sécurité, notre déclassement économique. Nous, on a une ambition, on a un projet. Et je trouve, et vous l'avez dit dans cette campagne, je n'ai pas vu votre projet. Donc, c'est l'alpha et l'oméga de cette campagne pour vous. Et là, je le regrette, prenons un peu de hauteur, rentrons dans le vif du sujet. La question, on va juste reposer la question, Pierre Romic, vous êtes un petit peu en retard sur les temps de parole. Est-ce que ça complique politiquement l'équation pour vous au deuxième tour, qui n'avez pas voulu faire l'alliance avec la France insoumise non plus, pour rester fidèle à vos principes depuis que vous êtes maire de Bordeaux, maire sortant, est-ce que ça complique la situation politiquement pour vous? C'est une nouvelle coloration de la campagne politique, mais je peux vous dire, ça ne change rien à ma détermination
à ma confiance et j'attends avec beaucoup de sérénité le verdict des électrices et des électeurs dimanche prochain. Et ceci dit, vous êtes quand même gonflé, Thomas Cazenave, en disant pratiquement je n'ai rien de Macron. Vous avez été ministre des comptes publics de Thomas. Vous êtes l'un des responsables de la faillite. Vous êtes l'un des responsables de la faillite de ce pays, le cancre de l'Europe, dit-on, ou de la zone euro en matière de gestion des deniers publics. Donc c'est commode de dire aujourd'hui je suis plus macroniste du tout. Non, je suis un élu local. Alors, je vais vous répondre. Je sais que vous n'aimez pas quand vous le dites. Et là, en l'occurrence, c'est Philippe de Sertine qui vous dit vous êtes le candidat macroniste et le macronisme ne gagnera pas à Bordeaux. Répondez-moi là-dessus. Vous êtes un peu court. Vous êtes un peu court parce que vous ne parlez jamais de Bordeaux. Et alors, quant à la situation des finances publiques, un jour. Alors, de toute façon, Pierre Hormic, depuis le début, me met tous les mots du pays sur le dos. Je arrête ces 14 mois, ministre du budget, m'explique que tout. Cela dit, le jour où j'ai fait des économies, des coupes budgétaires, vous étiez le premier, j'allais dire, à vous enchaîner aux grilles du Palais Rouen. C'était pas. Non, ça c'était Place Gambetta. À mettre des grandes banderoles. Vous refusez la moindre économie. Vous êtes allié avec celles et ceux qui ont censuré 2 fois un gouvernement. Les Verts à l'Assemblée votent main dans la main avec la France Insoumise. Donc, si vous voulez ne pas parler de Bordeaux, je veux bien parler du national. Il n'y a pas eu d'alliance, la France Insoumise. Maintenant, là, il n'a pas eu à Bordeaux. Alors, moi, je vais vous dire, je ne suis pas. Monsieur Cazenave, vous continuez à m'attaquer de manière permanente. Et je vais vous dire, sur la France Insoumise, je voudrais un peu de clarté. Quand vous montez. Je voudrais un peu de clarté. Parce qu'on parle beaucoup de Bordeaux. Et puis, il y a aussi une majorité à la métropole. Votre collègue, maire de Bègles, vient de s'associer avec la France Insoumise. Ça veut dire que demain, avec le député avec Loïc Prudhomme. Donc ça veut dire demain qu'à la métropole, vous serez avec la France Insoumise. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce qui me différencie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous n'avez pas posé des questions pour répondre, mais j'ai envie de dire ce qui me différencie beaucoup de Thomas Cazenave, c'est que je ne suis pas un homme d'appareil. Moi, les décisions que je prends, je les assume. J'ai pris la décision que j'avais indiquée avant l'élection, qu'il n'y aurait pas de fusion avant la France Insoumise. C'est une décision personnelle de quelqu'un qui est libre, qui est indépendant, qui est émancipé de tout vis-à-vis de tous les partis politiques. Est-ce que vous je comprends que ça vous désoriente un peu, vous qui êtes un soldat fidèle de votre parti politique. Moi, je vous le dis, vous le savez très bien, je suis quelqu'un de libre et d'indépendant. Est-ce que vous allez siéger à la métropole avec la France Insoumise? Vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. J'assume mes décisions. Je ne suis pas là pour commenter les décisions prises par d'autres maires. Est-ce que vous allez siéger à la métropole avec la France Insoumise? Vous n'êtes pas là pour me poser des questions. On va s'occuper des questions. Vous allez siéger avec eux aussi, dans la mesure où nous siégeons tous pas dans la même majorité. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir refusé... Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut regretter aujourd'hui cette union qu'on n'a pas faite avec LFI dans votre camp, quand on voit que de l'autre côté, on peut récupérer des voix potentiellement de Philippe de Sertine? C'est là où j'ai pas la même stratégie que M. Cazenave. Depuis dimanche soir, il s'active, parfois de façon un peu pathétique, pour débrancher à tout prix le candidat de Sertine. Moi, qu'est-ce que je fais depuis dimanche président? Je suis en campagne. Je ne monte pas des réunions d'appareil politique avec quiconque. Je suis en permanence sur le terrain. Je considère que je suis le candidat de la gauche unie. Je suis le seul candidat de la gauche présent dans ce deuxième tour de l'élection municipale. Et je suis persuadé qu'il y aura une dynamique. Nordine Raymond n'est plus candidat. S'il appelle, il a été battu au premier tour, il n'était pas au second. S'il appelle à voter pour vous, pour votre camp, je vous dis, moi, je ne suis pas... Il devrait s'exprimer d'ici la fin de la semaine. J'espère qu'il s'exprimera, en tout cas, dans le bon sens. Je suis le candidat de la gauche. Je vais voir. Moi, je m'intéresse plus, et je comprends que ça vous désoriente un peu, je m'intéresse plus aux électeurs qu'aux appareils. Et les électeurs et les électrices, je peux vous dire, en ce moment, je vais les voir un par un, une par une. C'est l'essentiel de ma campagne électorale de deuxième tour. Le reste, j'ai envie de vous dire, les discussions d'appareils, de groupes, etc. Monsieur Cazenave, je comprends que ça vous passionne. Ça ne me passionne pas. Vous avez compris. Vous êtes tellement pas à l'aise avec votre bilan que vous tentez à chaque fois des diversions. Mais non, mais votre bilan. Et alors, moi, il est excellent mon bilan, monsieur Cazenave. Ah ben vous avez fait 27% au premier tour. Mais je suis arrivé en tête. 27%. Je suis arrivé en tête. Vous êtes probablement le maire. À vous de ministre. Voilà. Et votre bilan de ministre. On parle de Bordeaux. Ça a été une catastrophe économique. On parle de votre bilan. 14 mois. Voilà, c'est ce que je dis. Donc le national. Vous n'êtes pas à l'aise sur Bordeaux. Des finances publiques. Voilà. Donc vous n'êtes pas à l'aise avec Bordeaux. 27% au premier tour. Vous êtes le maire d'une grande ville qui a le taux du premier tour. Il y a des tas de maires qui ont affronté le premier tour en deuxième et troisième place. 3 quarts des Bordelais et Bordelais rejettent votre bilan.
vous l'avez vu dimanche Cazenave, soir. les Et électeurs ne me renvoyez pas. On va avancer, messieurs, puisque vous parlez d'évoquer Bordeaux, justement, il faut qu'on ait le temps de le faire. Aux appareils. Non, mais vous n'êtes pas à l'aise. On va évoquer le deuxième grand thème de ce débat spécial sur le second tour de l'élection municipale à Bordeaux. Vous avez commencé à en parler, Pierre Urmic. Comment convaincre les électeurs d'ici dimanche? La campagne, il y a encore 3 jours de campagne. Elle est plus serrée, cette campagne, Thomas Cazenave, plus concrète, plus de porte-à-porte. Que vous disent les électeurs en sachant que beaucoup se sont abstenus au premier tour? Moi, je vois depuis dimanche soir une énorme mobilisation sur le terrain de toutes celles et ceux qui se disent on va pouvoir réussir l'alternance à Bordeaux. Notre ville a besoin d'un nouveau projet. Le mandat de Pierre Urmic a débuté avec une polémique sur le sapin, se termine avec une polémique sur les allées de Tourny, alors que nous avons tout pour réussir dans notre ville, qu'il faut reprendre une politique de rayonnement économique, une politique de rayonnement culturel. C'est ce que vous dites. Je défends par exemple le projet de capitale européenne de la culture. Il faut reprendre notre place au sein de la métropole. C'est aussi la raison pour laquelle je candidate à la présidence de la métropole, que j'avais 11 maires nouvellement élus à côté de moi dès hier, pour appeler à voter massivement pour notre liste de rassemblement pour faire gagner Bordeaux et faire gagner la métropole. L'attente est énorme dans la population. J'entends Thomas Cazenave nous dire les Bordelais veulent d'un nouveau projet. Je n'entends pas le même discours que vous. Moi, je vois beaucoup de Bordelais qui sont contents, qui sont fiers d'habiter cette ville de Bordeaux et qui ne passent pas leur temps à la dénigrer comme vous le faites si souvent. Et quand vous dites qu'ils veulent un nouveau projet, mais s'ils voulaient un nouveau projet, je tiens à vous dire, ils ne veulent pas de nouveau projet macroniste. Ils n'en veulent pas. Ah bon? Le macronisme a abîmé la politique. Aujourd'hui, alors, laissez-moi parler. Vous avez un président de la République avec un très mauvais chiffre. Vous avez un président de la République proche de M. Cazenave qui recueille 18% de taux de confiance. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous croyez que les Bordelais veulent les Bordelais, les Bordelais ne veulent pas. Quel est le rapport avec Bordeaux? Regardez. On peut observer, messieurs, à travers ces résultats. Mais je m'en fiche complètement. Les Bordelais ne veulent pas importer le modèle macroniste qui a fait faillite. Pourquoi vous ne parlez pas de Bordeaux? À travers ces résultats, messieurs, je ne parle pas de Bordeaux. Regardez, je suis à 1800 à travers ces résultats, on voit aujourd'hui les voix qui restent à prendre, surtout. 1800 voix de vous. 18% de confiance dans le Thomas président. Cazenave, on voit aujourd'hui les voix qui restent à prendre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 20,2% notamment à prendre chez Philippe Dessertine. Ouais. Comment on va les chercher? Comment vous faites pour parler à son électorat qui ne vous a pas choisi au premier tour? 58,1% de participation, pour préciser ce que tout à fait. Et 73 000 électeurs à aller chercher qui n'ont pas voté également. Ce qui veut dire qu'il y a un peu plus de 40% qui ne s'est pas déplacé. La campagne que nous faisons, c'est d'abord parler, moi je parle à toutes les Bordelaises et Bordelais, aux électeurs bien sûr de Philippe Dessertine, mais plus largement. Je leur dis, nous avons l'opportunité historique de bâtir un nouveau projet sur notre vie. Elle a trop reculé. Elle a trop reculé sur les enjeux de qualité de vie au quotidien, sur la sécurité, sur la propreté, sur les transports, mais aussi sur son ambition. Moi, je rêve d'un Bordeaux ville, métropole européenne, française, capitale régionale, non pas d'une ville qui se replie, qui se referme, qui laisse le commerce péricliter dans son cœur historique, qui laisse l'espace public être abîmé. On l'a vu avec le débat sur les allées de Tourny. Je rêve de cette nouvelle ambition, que nous préparions les 15 prochaines années. Nous sommes face à des défis considérables. Transformation géopolitique, vieillissement de la population, nouvelles technologies. Et moi, je veux qu'on parle de ça, de notre projet. Et c'est de ça dont je parle aux électeurs. Bien sûr de Philippe Dessertine, parce que nous avions un projet très convergent. Mais au-delà, je parle à toutes les Bordelaises et les Bordeleux. Lisez les programmes. Lisez les programmes. S'il vous plaît. Lisez les programmes. Il n'a pas lu notre programme. Pierre Urmic, répondez, ou en tout cas, enchaînez si vous voulez. Je me pose la question de savoir si Thomas Cazenave aime Bordeaux tellement il passe du temps à dénigrer. Ça a été ça pendant 6 ans, conseil municipal. Jamais une proposition, un dénigrement total. Ce que M. Cazenave oublie régulièrement de vous dire, c'est que cette ville qui serait censée être sur le recul, nous sommes régulièrement dans tous les palmarès comme étant la 3e ville et la 3e métropole la plus attractive de France. Précisément en raison de la qualité de vie, du cadre de vie qu'on a sérieusement modifié, amélioré ces dernières années. Bordeaux est devenu une ville très attractive. Donc arrêtez sur la participation du premier tour, 58,1,
C'est un total qui est très faible. Il y a eu la pandémie à l'époque en 2020. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Et notamment une abstention dans les quartiers qui vous sont plutôt favorables a priori. Est-ce que c'est là que vous allez faire du porte-à-porte cette semaine? Il faut aller chercher les voix une par une. Il faut rencontrer les électeurs un par un. C'est ce que j'avais fait dans le cadre de la campagne du premier tour. C'est ce que je fais dans le cadre de la campagne du deuxième tour. Et pour être très concret, voyez, sitôt cette émission terminée, j'irai à la Benoge, un quartier populaire de Bordeaux, discuter avec des habitants qui sont assez peinés, courroucés même à l'idée que le bureau de poste, c'est l'un des derniers services publics d'État qui existe dans ce quartier, est en train de disparaître. Eh bien, on va le prendre à notre charge, je vais vous dire. Quand l'État est défaillant, nous, les collectivités territoriales, nous sommes en première ligne. Je l'ai déjà fait à Bordeaux pour un bureau de poste qui devait disparaître rue de Pessac. Là, dans un quartier populaire, en tant que maire, je ne peux pas laisser filer un bureau de poste. C'est la marque de la présence de l'État, de la République. Je dis, nous sommes des urgentistes de la République. Plus l'État est défaillant, plus ils ont besoin, plus nos habitants ont besoin d'avoir des élus, des maires qui compense ces défaillances d'État. C'est ce que je vais faire dans quelques instants, plutôt que vous m'aurez libéré. Moi, je vais. Il y a encore quelques minutes, monsieur. Voilà, si vous n'êtes pas prisonnier. Si Pierre-Amic veut bien rester dans le débat, je pense que ça permettra. Malgré l'impatience des habitants de la Benoge. Je vais vous dire, moi, j'aime profondément ma ville. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans ce combat. Mais non, je conteste votre manière de faire, Pierre-Amic. Je conteste vos projets. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord. Je citais les allées de Tourny, on n'est pas d'accord. La manière dont vous avez fermé la ville et que vous laissez le centre-ville péricliter. La manière dont vous êtes battu contre la LGV, parce que je pense qu'on a besoin de développer notre territoire. Pas plus que Madame Delattre, votre associée. Voilà. On peut avoir ce débat. On a deux visions. Mais non, je ne suis pas gêné. C'est vous qui êtes gêné depuis tout à l'heure. L'un après l'autre. Monsieur Hermic, juste laissez Thomas Cazenave parler. Ensuite, Hermic, vous répondrez. Je voudrais qu'on sorte du déni. Ça ne va pas mieux depuis 6 ans à Bordeaux. On l'a vu. Monsieur Hermic, s'il vous plaît, juste, vous allez on le voit sur des éléments très concrets. On l'a vu sur la sécurité, on l'a vu sur votre décision incompréhensible d'extinction de l'éclairage public, on l'a vu sur la fermeture des commerces, on le voit sur un certain nombre de sujets. D'ailleurs, les classements, dernier classement JDD Opinionway, on est passé de la 48e place à la 8e place. Et en fait, ce classement, il dit quoi? Il résonne avec ce que voient les Bordelaises et les Bordelais. Et moi, je veux dire, c'est parce que j'aime profondément ma ville que je me bats pour elle. Par contre, en effet, je conteste votre bilan. On a besoin d'un nouveau projet pour Bordeaux. Je peux vous dire, on a besoin d'un nouveau projet. Je vais vous dire, moi j'ai été élu d'opposition pendant un certain nombre d'années. Je n'ai jamais sali la ville de Bordeaux. J'ai critiqué des politiques municipales, mais je n'ai jamais dit cette ville est sur le déclin, comme vous l'êtes habituellement. Je ne l'ai jamais dit. Vous n'avez jamais contesté les décisions qui ont été prises ces 25 dernières années par vous salissez la ville. Monsieur Cazenave, laissez Pierre-Amic terminer. C'est vous qui ne la nettoyez pas, la ville. C'est vous qui ne la nettoyez pas. Une question, on va essayer de revenir un petit peu au calme. Thomas Cazenave, vous dites, je parle à tous les Bordelais. 73 000 électeurs se sont abstenus sur le premier tour. Comment vous expliquez ce désintérêt? Alors d'abord, la participation, elle a quand même progressé par rapport à 2020. Donc 2020, c'était inédit, c'était le Covid. Mais attendez, il faut quand même toujours aller d'où on parle. Premier tour de 2020, c'est quand même particulier. C'est un peu mieux, ce n'est pas assez. Donc nous, on va aller, et ce qu'on a commencé à faire dès le lendemain du premier tour, on va aussi voir celles et ceux qui ne sont pas déplacés, par exemple, en disant pourquoi vous n'êtes pas déplacés, est-ce que vous avez lu notre projet? Comparez les projets, faites-vous une idée et déplacez-vous, parce que à la fin, la vigueur de la démocratie locale, elle tient aussi à la forte participation qu'il y aura demain. Donc nous, on va les convaincre. Et moi, je leur dis, tout est jouable dimanche soir. Il faut que vous déplaciez massivement aux urnes. C'est de notre avenir dont il s'agit. C'est votre avenir qui est en question. Est-ce que sur le fond, venez nous aider à réussir l'alternance à Bordeaux. Il y a une inquiétude aussi. On a toujours dit, jusqu'à ces derniers mois, que le maire et l'élu municipal étaient quand même complètement épargnés par les critiques des scrutins et des autres mandats de la République. L'élu municipal, aujourd'hui, enfin en tout cas le maire, devient aussi quelqu'un dont on manifeste un désintérêt? Est-ce que ça vous inquiète à tous les deux? Est-ce que vous présentez pour être maire de Bordeaux? Est-ce que ça vous inquiète quand même sur le fond? Quand on voit par exemple que le maire sortant ne recueille que 27% des suffrages au premier tour, il y a manifestement un lien. Vous allez répondre juste après. Laissez Thomas Cazenave, s'il vous plaît. C'est vrai, vous êtes devant moi à 1800 voix. Vous êtes le maire sortant qui a eu les manettes pendant 6 ans. 6 ans pour agir. Et aujourd'hui, sans usure du pouvoir, manifestement, on veut autre chose. Bien sûr que ça m'inquiète, mais par rapport au climat d'un peu de défiance qui commence à s'installer vis-à-vis des élus locaux, ce qui n'était pas le cas. On a les derniers sondages Cevipof Sciences Po Paris disaient que
22% des Français font confiance à la politique nationale, à la politique gouvernementale soutenue par M. Cazenave. Ils sont 22%. Par contre, ils sont 60% à faire confiance à leur maire. Et le chiffre est en baisse. Ça veut dire que cette défiance vis-à-vis de la politique nationale, elle est en train de polluer aussi la vie politique locale. La conflictualisation de la vie politique nationale que l'on croyait réservée à Paris, eh bien, il y a des élus comme M. Cazenave qui veulent l'importer sur nos territoires. Vous êtes député, vous êtes ministre, vous avez les vieilles habitudes. Revenez les partis. pieds sur terre. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Je vais vous dire vous introduisez cette espèce de conflictualité du débat politique national dans le débat local. Et moi, je trouve ça tout à fait regrettable. Et les maires ont une responsabilité, selon vous, dans cette histoire? Vous allez répondre, Thomas Cazenave. Les maires, oui. Quand il y a... Alors, moi, j'ai pour habitude de dire que quand quelque chose ne va pas, c'est la faute du maire, bien évidemment. Et quand il y a un taux d'abstention, ça m'interpelle directement. Je dis, il y a quelque chose qu'on a loupé aussi, naturellement. On ne s'est pas assez mobilisé. Et oui, je le déplore, mais j'en prends ma part de responsabilité. Mais je note aussi cette tendance, à mon avis, lourde, de vouloir à tout prix imposer au niveau local ces querelles d'appareils, il n'y a que vous qui voyez espèces... ça. Oui, non, je ne suis pas le seul. Il y a des analyses sérieuses. Je voudrais lui répondre. On a mis, je vais vous dire, tous nos égos et nos partis de côté pour bâtir un grand rassemblement, parce que ce qui nous unit, c'est que nous voulons un autre projet pour Bordeaux. Il n'y a pas de conflictualité dans cette campagne, dans cette démarche. Non, je pense n'avoir cédé à aucune attaque personnelle. Je le redis, j'ai déploré pendant 6 ans d'avoir été affublé tantôt de collabos, le lendemain de Trump. Ici, c'est vrai, tout le monde pourra retrouver ces images. Et je vais vous dire là, pourquoi il y a un problème de confiance au niveau local? C'est parce qu'il y a un problème de résultat. Quand on voit des élus locaux qui, sur la sécurité, disent « c'est pas moi, c'est l'État », qui, sur la propreté, disent « c'est pas moi ». Ce n'est pas que le maire qui est responsable de la sécurité. L'abstention vous concerne aussi. Les citoyens, ce qu'ils veulent... Non, mais les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient des élus en face d'eux qui apportent des résultats. Et ils constatent que sur la propreté, on n'a pas de résultats. Sur la sécurité, on a des demi-mesures. On demande à Pierre-Henri de rallumer la lumière la nuit, finalement. Il décale de 1 heure à 2 heures du matin. Mais non, mais c'est très concret. C'est pas le débat national. Je suis sur les priorités des Bordelaises et des Bordelais. J'ai des propositions concrètes. Je dis, il faut une brigade de nuit, par exemple, sur la sécurité, sur la propreté. Pourquoi je candidate à la présidence de la métropole? Parce que le quotidien des Bordelaises et des Bordelais sur la propreté se décide à la métropole. Je suis très concret, je colle à leurs aspirations. C'est comme ça qu'on renouera le lien avec les citoyens, les Bordelaises et Bordelais. Pour rester sur ce sujet de l'élu municipal, si vous êtes président de la métropole, vous pourriez faire les deux? Oui. Même vis-à-vis des citoyens? Moi, je pense que c'est indispensable que le maire de Bordeaux redevienne président de la métropole. Le tramway, c'est la métropole. La propreté, c'est la métropole. Les déchets, c'est la métropole. Et on en a marre des élus qui nous disent c'est pas moi, c'est l'autre. Donc moi, je prendrai cette responsabilité. Pierre-Henri, vous ne l'étiez pas, vous, président de la métropole, c'était Alain Anziani, et suite à son décès, c'était Madame Bost. Il y a un mode de scrutin de la métropole, il faut peut-être prendre le temps d'en dire 2 mots, qui est totalement antidémocratique. La métropole, c'est une élection indirecte, c'est-à-dire les grands enjeux métropolitains dont vient de parler Thomas Cazenave à juste titre, ils ne sont pas suffisamment débattus à l'occasion des élections municipales pour la bonne raison que la métropole n'est pas un enjeu. C'est une élection indirecte et moi je rêve depuis des années qu'on réforme le scrutin, que le président de la métropole y soit élu comme le maire au suffrage, et que le président de la métropole soit élu au suffrage universel. Des rêves, vous pourriez être d'accord avec moi. J'en ai parlé, je crois, dès 2020 de cette question-là. Mais aujourd'hui, il faut des alliés. Il faut des maires qui vous soutiennent. Vous êtes député, est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Il faut des maires. Vous avez été député, ministre. Quel est votre bilan en la matière? Il faut des maires qui vous soutiennent. Moi, j'ai déjà 11 maires élus au premier tour qui ont dit qu'ils me soutenaient. Pourquoi? Parce qu'on veut remettre Bordeaux au centre de la métropole. C'est le fameux 3e tour, la métropole. C'est absolument capital. Il faut une majorité à la métropole. Et ce qui se joue à Bordeaux, c'est aussi ce qui va se jouer demain à la métropole. J'y suis prêt. J'ai déjà bâti ma majorité à la métropole pour, en prendre la présidence et surtout remettre Bordeaux au centre de la métropole. C'est ce qui probablement un des points de désaccord ou de différence entre nous deux. Bordeaux n'était pas au centre à la métropole, Pierre Premier vice-président. Bordeaux est la ville-centre. Monsieur Cazenave est très attaché au titre. Ils vont même déjà prématurément une future majorité à la métropole, alors qu'il ne connaît pas. Alors, même s'il est sûr d'être élu maire de Bordeaux, il ne connaît pas les résultats du scrutin pour les autres villes de la métropole. Il est évident que s'il y a une majorité de maires de gauche, c'est pas Monsieur Cazenave qui sera le président. Le président tout de même à la métropole, c'est ce que vous dites. En n'étant pas président, vous décidiez tout de même? Monsieur, j'ai été premier vice-président. J'ai été premier vice-président de la métropole pendant 6 ans. Il se trouve qu'avec le mode de scrutin actuel, il y a plus de
maires socialistes à la métropole que de maires écologistes. C'est la raison pour laquelle la présidente de Bordeaux Métropole est une socialiste. On peut en parler pendant des heures. Mais alors, c'est important. Donc, ça veut dire sur la propreté. Ça veut dire sur la propreté, vous considérez que vous aviez tous les leviers pour améliorer la gestion de la propreté. Vous auriez pu prendre un plan propreté, par exemple. Moi, je n'ai pas l'habitude. Alors, monsieur, si vous me laissez parler, quand des politiques sont critiqués à Bordeaux, je n'ai pas pour habitude de dire c'est la faute de la métropole. Je me sens totalement impliqué sur la propreté, sur la sécurité. Je crois avoir fait plus que ma part. Je crois, Thomas Cazenave, vous pourriez au moins me reconnaître ça. Je suis l'un des maires les plus impliqués sur le terrain de la sécurité. Mais même ça, monsieur Cazenave ne veut pas le reconnaître. J'ai augmenté de 50% le budget. J'ai augmenté de 50% le nombre de policiers municipaux. J'ai une politique d'îlotage, de présence sur le terrain, de prévention de la délinquance extrêmement forte sur Bordeaux. Donc, je suis un maire très engagé sur ce terrain-là. Par contre, les forces de police nationale ont une responsabilité, me semble-t-il, sans vouloir que M. Cazenave dise c'est la faute des autres. Il me semble, quand je vois, voyez par exemple, c'est un exemple, parfois les Bordelais se plaignent auprès de moi du trafic de stupéfiants dans leur rue. En me disant que font vos policiers municipaux? Mais je dis, mes policiers municipaux, ils n'ont pas compétence, ils ne peuvent même pas interpeller les gens. C'est de la compétence, je pense que vous le savez, c'est de la compétence exclusive de la police nationale. Alors, laissez entendre, comme vous le faites, M. Cazenave, que cette prolifération, la lutte contre le crime organisé, qui gangrène un certain nombre de villes, les maires n'y peuvent rien. Elle est internationale, M. Cazenave. Il est en retard sur vous, M. Urmic, est en retard sur vous, M. Cazenave, sur le temps de parole. Donc on va le laisser terminer. Voilà. Thomas Cazenave, juste pour terminer cette partie, avant d'évoquer vos 100 premiers jours, si vous êtes élu ce dimanche. Non mais d'abord, quand même, je ne vais pas laisser cette longue tirade de Pierre Hermé qui dit qu'il a tout fait sur la sécurité. Je vais vous dire très concrètement, vous auriez pu, je vous l'ai dit, ça ne va pas vous faire plaisir, allumer la lumière, créer une brigade de nuit pour sécuriser les bassins à flot et la Victoire. Elle existe, non, elle n'existe pas, vous le savez. Vous auriez pu armer toute la police municipale pour faire face. Il ne le demandait pas. Si, parce que vous n'arrivez pas à recruter les policiers municipaux. Il y a beaucoup de postes vacants. Puis c'est pas que les policiers là. Est-ce que vous pourriez juste me laisser terminer? Vous avez une longue tirade et moi je considère que vous n'avez pas fait tout ce que vous pouviez faire, vous deviez faire. Cette responsabilité, elle est partagée, mais il faut que nous ayons mis toutes nos chances de notre côté. Ce n'est pas le cas sur la vidéoprotection, ce n'est pas le cas non plus. Donc, ne dites pas d'un air un peu satisfait que vous avez fait tout ce que vous pouviez et on s'arrête là. Non, c'est un enjeu fondamental et votre bilan sur la sécurité, je crois que j'étais très présent au Conseil et que là-dessus, j'ai fait des propositions très concrètes. On va aborder le dernier grand thème de cette émission. Bordeaux 2026, le débat, donc avant le second tour. Les 100 jours... si vous êtes élu ce dimanche, vos 100 premiers jours. Pierre Hermic, votre priorité? Les 100 priorités. Je rappelle que Pierre Hermic, vous êtes en retard sur les temps de parole par rapport à Thomas Cazenave. Vous avez 1 minute de retard, donc allez-y. C'est d'agir sur un terrain sur lequel les maires ne sont pas forcément les plus attendus. C'est notamment sur le terrain du pouvoir d'achat des Bordelaises et des Bordelais. Ça me paraît essentiel au moment où les politiques nationales sont en train de rogner très sérieusement le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mais là aussi, il revient aux maires de prendre le relais. Et j'ai des propositions extrêmement concrètes dans mon programme. Par exemple, une extension de la tarification solidaire qui, je vous promets, redonne du pouvoir d'achat aux familles les moins fortunées. J'ai aussi la gratuité des fournitures scolaires que je pratique déjà en CP et que je vais étendre. La gratuité à toute l'école primaire, vous allez l'étendre à toutes les classes de l'école primaire. Progressivement, classe par classe. On va le faire. Il y a 119 écoles maternelles élémentaires à Bordeaux. Progressivement, on va faire toutes les classes. On a déjà couvert toutes les classes de CP. Je vais lancer aussi très rapidement 2 centres municipaux de santé. Il y a actuellement de graves carences en matière d'offres médicales dans les quartiers, notamment dans les quartiers populaires de la ville de Bordeaux. Je vais ouvrir assez rapidement, dès 2027, donc pour ça que les décisions vont être prises très vite, un centre municipal de santé dans le quartier prioritaire qui est le quartier des Aubiers, également un centre de santé dans le quartier Saint-Michel. Cela me paraît correspondre à une attente forte de la population, à un besoin fort aussi de dépistage qui est attendu de la part de nos concitoyens. Je vais lancer également la transformation du quartier Capu-Victoire avec le vaisseau amiral que sont les Capucins que je vais reprendre en régie pour pas être victime d'une gestion privée qui ne correspond pas tout à fait à notre vision de ce que doit être un marché qui est le cœur alimentaire de Bordeaux. Beaucoup de social dans vos propositions. Il y a une volonté aussi de parler à la gauche et à la gauche de la gauche.
parce que ce n'est pas forcément les propositions les plus connues. Vous savez, moi j'ai toujours dit, ma vision de Bordeaux, puisque c'est un peu ça dont il est question aussi, c'est l'écologie à la bordelaise, c'est-à-dire une écologie qui est innovante, qui est pragmatique, mais une écologie qui marche sur deux jambes. C'est-à-dire c'est pas juste l'écologie, c'est l'écologie juste. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de solidarité. Je suis content que vous me donniez l'occasion de préciser ça. L'écologie juste. C'est-à-dire privilégier cette dimension de solidarité. Nous ne réussirons pas la transition écologique de Bordeaux. Ça, je l'ai toujours dit. Si nous ne le faisons pas dans un souci de solidarité et de justice sociale. Thomas Cazenave, vos 100 premiers jours, si votre liste l'emporte ce dimanche, que seront-ils ? D'abord, agir vite et fort sur des enjeux du quotidien. On en a un peu parlé. Moi, je veux renforcer la police municipale, créer une brigade de nuit et mettre en œuvre les premières étapes de mon plan Marshall pour la sécurité. Rallumer la lumière la nuit naturellement et puis lancer le grand... Si vous pouviez ne pas m'interrompre une nouvelle fois, merci. Et puis lancer le plan propreté. Il y aura dans les 100 premiers jours un grand nettoyage, désherbage, de Bordeaux parce que c'est une attente fondamentale. Donc avec des moyens supplémentaires ? On est là sur une mobilisation des équipes propreté sur des enjeux de trottoir. Ça a l'air peut-être basique, mais c'est une grande attente des Bordelaises et Bordelais. Ça veut dire des recrutements ? Parce qu'une fois qu'on a rasé, ça repousse. Je vais au bout de mon raisonnement. Le plan propreté. 3, un audit financier de la ville. La dette de la ville a augmenté de 65%. La dette de la métropole, dont M. Urmic réclamait le fait qu'il était très présent, puisque premier vice-président, a augmenté de 100%. Donc on va à la fois agir vite et fort sur des enjeux du quotidien, et surtout la responsabilité d'un maire, c'est de projeter notre ville à 10 ans, à 15 ans. Et c'est le cœur de notre projet. Une politique de rayonnement culturel. Je lancerai dans les premiers jours du mandat la candidature de Bordeaux, capitale européenne de la culture. De quoi rayonner, de parler culture dans notre ville, c'est le lien également. Mais on doit mobiliser l'ensemble des acteurs économiques. La rupture entre la ville et le monde économique avec les commerçants, elle est très importante aujourd'hui. Moi, je leur ai dit, je serai un maire partenaire et je vais le porter. Et enfin, troisième élément, un nouveau projet urbain. Je l'ai défendu. Je considère que le quartier historique des Capucins, de la Victoire, on doit avoir une vraie reconquête. Je suis ravi de vous avoir inspiré. Reconquête urbaine avec la présence, par exemple, d'une antenne police municipale, un marché aux fleurs rue Élie Gintrac, une rénovation du marché. C'est un magnifique projet urbain dans le cœur historique. Donc, je vais marcher sur mes deux jambes, agir vite et fort sur le quotidien, parce que les attentes sont très importantes, mais redonner une ambition, un cap à notre ville. Thomas Cazenave parlait de l'endettement de Bordeaux. C'est un sujet évidemment fort de différenciation entre vous deux. Est-ce que Bordeaux a les moyens aujourd'hui encore, avec ce niveau d'endettement, d'agir ? Bien sûr. Est-ce que vous contestez déjà le fait que Bordeaux soit étranglé financièrement ? Déjà, je vais vous dire, ça m'amuse beaucoup que M. Cazenave, ancien ministre des Comptes publics, me donne des leçons de gestion des finances publiques, sachant qu'il a gouverné, il a été ministre pendant 14 mois, avant d'être prudemment exfiltré pour que le saccage cesse. M. Cazenave, vous me laissez parler ou non ? Vous me laissez parler en 14 mois de gestion des comptes publics par M. Cazenave, le déficit public de notre pays s'est aggravé de 60 milliards d'euros. Je veux bien qu'on me donne des leçons. Je tiens à dire, je tiens à dire que le seul gendarme, si vous voulez, en matière de gestion des deniers publics, l'opposition dit toujours c'est mal géré, la majorité dit c'est bien géré. C'est les chambres régionales des comptes. Il se trouve qu'on a essuyé un contrôle de la chambre régionale des comptes et qui a fait état d'une situation financière saine et d'une dette limitée. Je préfère croire ce qu'écrit la Cour des comptes plutôt que les conseils peu avisés de l'ancien ministre des Comptes publics. Bon, on pourrait en débattre très longtemps. Vous n'avez jamais fait la moindre économie. Moi, je me suis battu pour faire des économies dans notre pays. Vous nous ramenez toujours au niveau national. Les chiffres que je vous donne, ce sont vos chiffres. Est-ce que la dette de la métropole a augmenté de 100% en 6 ans ? Je vous dis... Est-ce qu'elle a augmenté de 100% ? Et est-ce que le déficit public a augmenté de 60 milliards, M. Cazenave ? Vous ne pouvez pas rester sur Bordeaux. Je vais vous répondre. Est-ce qu'elle a augmenté de 100% ? Il n'était pas président de la métropole, il est vice-président. Non mais attendez, c'est la majorité métropolitaine. On est bien d'accord, mais là on parlait de Bordeaux. Les Bordelais répondent en un mot. L'un après l'autre, messieurs, s'il vous plaît. Je reconnais, M. Cazenave, que nous avons beaucoup investi durant ce mandat, environ 110 millions d'euros d'investissement par an, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a hérité à Bordeaux, on avait des équipements publics, piscines, écoles, gymnases, qui prenaient l'eau, et des piscines qui perdaient de l'eau. C'était la situation du patrimoine municipal quand on est arrivé, donc il a fallu beaucoup investir pour
restaurer le patrimoine municipal dégradé par les amis de monsieur Cazenave. Ensuite, la transition écologique, ça réclame des investissements, monsieur Cazenave. Donc il faut investir. Et vous qui avez été ministre des Comptes publics, vous devriez savoir que 1 million d'euros investi aujourd'hui dans la transition écologique vous fera économiser 5 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est un rapport de 1 à 5 et nous devons investir pour la transition écologique. Mais attendez, mais bien sûr. De quelle transition écologique on parle? De quelle transition écologique on parle? Vous en avez fait une et je ne vous ai jamais combattu dessus. Bon, sur la végétalisation. Thomas Cazenave, vous êtes en retard. Sur la végétalisation. Thomas Cazenave, exprimez-vous, vous avez un peu de retard par rapport à Pierre. On ne peut pas réduire la transition écologique à la végétalisation. L'autonomie énergétique. Est-ce que je peux? Vous allez juste répondre après. Vous avez un extrait du conseil municipal. Allez-y, Thomas Cazenave. Respect de la démocratie, c'est ça aussi. Donc, vous avez végétalisé et je ne me suis jamais battu contre cette végétalisation. Je pense qu'elle est utile. Mais la transition écologique, elle ne peut pas s'arrêter là. La rénovation énergétique de tous les bâtiments publics, je l'ai portée comme parlementaire. Sans votre soutien, d'ailleurs, je dois le dire, ni de votre groupe, comme vous aimez bien le national, ni des Verts, d'ailleurs, ni des Verts. La question de l'eau, la réutilisation de l'eau et de l'eau potable, cette denrée qui va manquer. Je veux faire de la ville de Bordeaux la première ville en matière de réutilisation de l'eau, des eaux retraitées, pour nettoyer notre ville, arroser les parcs et jardins. On ne peut pas résumer la transition écologique, je dis, qu'à la végétalisation. C'est pour ça que je trouve que le bilan, il est un peu court, y compris sur ce sujet-là. Et que nous, on a un projet, je le dis, l'écologie, c'est pas du tout le monopole du parti auquel vous appartenez. Je considère que c'est un enjeu fondamental et nous avons une autre manitre de porter l'écologie. Monsieur Cazenave, sa vision de l'écologie, c'est les arbres. Je veux lui rappeler que nous avons baissé les émissions de CO2 du patrimoine municipal de 25%. Croyez-moi, c'est énorme. Pendant que l'État était condamné pendant ce temps-là à 2 reprises pour inaction climatique. Donc, nous avons passé l'autonomie énergétique de la ville de Bordeaux. Vous le défendez avec fierté, votre bilan. Mais bien sûr, l'autonomie énergétique de la ville de Bordeaux, vous n'en parlez jamais. Quand on est arrivé, laissez-moi parler s'il vous plaît. Quand on est arrivé, l'autonomie énergétique de la ville de Bordeaux, vous savez de combien elle était? 3%. Vous savez de combien elle est aujourd'hui? 42%. Tout ça, ça demande des investissements. Donc, ne réduisez pas la transition écologique aux 16 000 arbres que nous avons plantés. Nous en avons planté 25 fois plus que vos amis. Mais moi, je suis favorable à la végétalisation. Je vous l'ai dit, c'est pas un sujet de combat entre nous. Mais les autres chantiers, vous réduisez l'autonomie énergétique à la végétalisation. Oui. Moi, je vous parle d'énergie, je vous parle émissions de CO2. Oui. Ça vous parle tout ça un peu ou pas trop? Ah ben oui, je vous ai encouragé à rénover tous les bâtiments publics. Ce que vous n'avez pas fait. Je rénove les écoles. Non, ce n'est pas vrai. Vous parlez de transition écologique, vous parlez de renforcer les forces de police, vous parlez également de propreté. Vous dites dans le même temps, il faut qu'on réduise les dépenses. Comment on fait? Alors, nous, on a un projet financé. Pourquoi? Parce qu'on connaît la contrainte. Je le dis, on n'a que 60 propositions dans notre programme. C'est à peu près 20 millions d'euros d'investissement par an. On a fait chiffrer celui de Pierre Hormick, c'est plus d'1 milliard d'euros. Normal, c'est 300 propositions. Il y en a des bonnes d'ailleurs. Il ne va pas être d'accord. Il y en a des bonnes, oui, mais c'est 300 propositions. Je ne fais pas trop confiance à monsieur Cazenave. Et moi, je vais vous dire, et je ne vous fais pas confiance non plus, vu le bilan que vous nous laissez, je peux vous dire. Et par ailleurs, moi j'assume quelque chose qu'on va arrêter. Moi, je veux dire, pouvoir consacrer 13 à 15 millions d'euros sur les allées de tournis quand on voit la tournure pour que tout soit clair. C'est quand même se dire 13 à 15 millions, est-ce que c'était vraiment la priorité? Je ne le crois pas. Tout comme à la métropole, les effectifs de la métropole ont augmenté de 500 personnes. Et moi, j'ai annoncé qu'on fera des économies, y compris de personnel, parce qu'on ne peut pas se permettre, pour financer nos priorités, je l'ai dit, sur la sécurité et la propreté, il faut faire des économies ailleurs. Moi, j'assume le terme économie. Et d'ailleurs, j'en ai fait contre vents et marées par le passé, comme se souvient très bien Pierre Hormick. Pierre Hormick, on peut terminer cette partie aussi par évoquer les transports. Globalement, dans une ville comme Bordeaux, il y a eu un plan vélo, la mobilité et les mobilités douces se développent. Il y a toujours le vieux débat sur la place de la voiture et la saturation du centre-ville. Sur ce sujet-là aussi, dans votre mandature qui s'est achevée, vous êtes fier de ce que vous avez fait? Oui. Est-ce que vous considérez que c'est suffisant? Alors, je ne dis pas que tout a été parfait, mais je pense que les mobilités dans la ville de Bordeaux ont changé. La pratique cycliste a augmenté de 50%. Nous avons offert de plus en plus d'espace aux piétons. Nous avons créé de nouvelles lignes de tramway. Nous avons créé de lignes de bus express. La fréquentation des transports collectifs. Mais ça bouchonne toujours. Oui, mais pas plus qu'avant. Pas
pas plus qu'avant. Pas moins. Regardez au niveau de la métropole, le dernier classement TomTom nous a classés comme étant la 6e métropole la plus embouteillée. Auparavant, nous étions la 3e. Donc, grâce au RER métropolitain, grâce à un certain nombre d'initiatives que nous avons prises au niveau métropolitain, nous avons réduit la thrombose automobile dont nous avons hérité. Après, dans le centre-ville de Bordeaux, je vous accorde que nous avons largement piétonnisé le centre-ville de Bordeaux. J'ai envie de dire à M. Cazenave, comme le font toutes les villes modernes. On peut dire on va remettre des voitures dans le centre-ville, mais moi, j'ai pas envie d'aller contre le sens de l'histoire. C'est un sujet qui vous tient à cœur, vous en parlez souvent, des embouteillages en centre-ville. Comment vous faites demain, vous ? D'abord, moi, je revois des plans de circulation. Il y a au-delà du centre-ville, moi, je croise tous les jours des habitants qui me disent mais pourquoi ils ont pensé comme ça le plan de circulation, souvent d'ailleurs sans aucune concertation, avec des déplacements ubuesques où là où il fallait 5 minutes, il en faut 15 pour revenir chez soi. Donc moi j'ai dit que partout où il y avait eu des débats sur les plans de circulation, nous remettrons à plat les plans de circulation. La population a augmenté aussi à Bordeaux. Non mais c'est... Il y a plus de gens qui viennent en ville, c'est très touristique et l'attractivité. Disons la vérité, c'est que la ville s'est refermée. C'est une question, les plans de circulation ont été largement revus avec plein de sens interdits partout pour dissuader l'usage de la voiture. Des milliers de places de parking ont été supprimées, rendant l'exercice, l'usage de la voiture plus difficile. Moi, je suis pour que tout le monde s'y retrouve. Vous n'aimez pas les voitures, Pierre ? Je termine si on n'en est pas. Allez-y, pour que tout le monde s'y retrouve. Je ne suis pas dans une chasse à la voiture. Je pense qu'à la fin, moi, j'utilise le vélo très régulièrement. Il faut qu'à la fin, on ait des pistes cyclables sécurisées, que les piétons s'y retrouvent avec des trottoirs de qualité entretenus. Vous êtes d'accord là-dessus, non ? C'est ce qu'on fait. Merci de continuer à décrire notre politique, M. Cazenave. Mais tout va bien alors. Non, mais tout va très bien. Non, mais on est en convergence. Moi, je voulais saluer une convergence. J'ai quand même l'impression, Pierre, que sur cette question-là, il y a un débat dans la ville sur la manière dont les déplacements peuvent se faire. Et je crois que les plans de circulation doivent être revus. Répondez à cette question à Thomas Cazenave. La situation que Thomas Cazenave est en train d'écrire, c'est pour ça que je voulais mettre un avis très positif et très bienveillant en vous disant, mais vous avez raison. Encourager les mobilités alternatives et décarbonées, la marche à pied, le vélo, les transports collectifs, c'est précisément ce que nous sommes en train de faire. Mais là où vous avez, vraisemblablement, si vous ne l'avez pas dit, mais vous auriez raison si vous l'avez dit, on peut améliorer le système. Je pense qu'en politique, il faut aussi un peu d'humilité. Je pense qu'on peut encore améliorer le système. Comment ? Vous êtes l'ennemi de la voiture aujourd'hui ? Non. Alors, précisément, je vais vous dire, moi, Monsieur Cazenave essaie de m'enfermer dans ce rôle parce que j'ai eu l'audace, par rapport aux conservateurs, de dire qu'il faut limiter la place de la voiture. Ça, je vous promets, la place de la voiture, c'est vraiment un sujet pour les conservateurs auquel il ne faut pas toucher. J'ai eu, je crois, le courage, j'ai envie de dire, l'audace, j'ai envie de rajouter aussi le courage, parce que c'est un dossier extrêmement difficile, mais parce que je pense que c'est l'intérêt des Bordelaises et des Bordelais, c'est l'intérêt du commerce de détail, de proximité. C'est pour ça que je pense l'avoir fait, qu'il y ait eu quelques couacs. Je vous l'accorde, M. Cazenave, un peu d'humilité quand on fait de la politique. Tout n'est pas parfait, loin de là. Donc j'ai des marges de progression. Non, alors moi, je ne me retrouve pas du tout dans la... C'est bien de saluer qu'on a des marges, parce que jusqu'à présent, face à votre lucidité, le déni. Aussi. Non, moi, je suis pas conservateur, je suis pragmatique. Partout, tout le temps. Sur les questions de propreté, de sécurité et de déplacement aussi. Je vois bien que la ville aujourd'hui, elle souffre d'un problème d'accès. Je vois quand même le commerce en grande difficulté. Certains me disent des fois il nous suffirait de quelques places de stationnement temporaire pour permettre aux clients de s'arrêter. Plein de solutions pragmatiques. Donc il faut sortir l'idéologie là où elle est pour remettre du pragmatisme dans notre ville. En quelques secondes, parce qu'on va garder un peu de temps pour terminer ce débat. Avec une minute chacun. C'est un peu ce qui me caractérise. Merci de me prendre mes mots, mes caractéristiques. Et je tiens à dire, pour le commerce bordelais, nous avons l'un des taux de vacances commerciales les plus faibles de France. J'ai sous les yeux les derniers chiffres pour l'année 2025 et je peux vous dire qu'à Bordeaux, le taux de vacances commerciales est passé de 9,4% en 2024 à 7,4%. C'est, je crois, le taux ou l'un des taux les plus bas de France. Donc la vitalité du commerce bordelais, là aussi, cessez de dénigrer les commerces bordelais. Les commerces bordelais marchent mieux que dans d'autres villes. Messieurs, s'il vous plaît, il nous reste très peu de temps pour terminer ce débat du second tour de l'élection municipale à Bordeaux avec une dernière question à vous deux. Pourquoi voter pour vous ce dimanche ? On va commencer par ordre d'arrivée au premier tour de l'élection municipale du premier tour du week-end dernier. C'est l'usage avec vous, Pierre Urmic. Pourquoi voter pour vous ce dimanche ? Parce que je crois que la ville a changé depuis 2020. Elle avait besoin de changer. Nous l'avons orientée sur la voie de la trajectoire écologique et solidaire.
Nous avons évoqué ensemble un certain nombre de politiques que nous avons mises en place. Nous avons réussi, avec ces politiques-là, faire en sorte que la ville de Bordeaux devienne la 3e ville la plus attractive de France, tout en réussissant cette transition écologique, tout en ayant une ambition de solidarité très forte. Nous avons pu conjuguer ces 3 impératifs en même temps, transition écologique, dynamisme économique et solidarité. La ville de Bordeaux est régulièrement citée comme exemple, y compris au niveau européen. Dernièrement, on nous a cités au niveau de l'Union européenne comme étant l'une des villes les mieux préparées au changement climatique. C'est un motif de fierté que je partage avec beaucoup de Bordelais. Alors, aujourd'hui, je vais terminer. Le choix est simple pour dimanche prochain. Ou on continue sur cette trajectoire, plus de convivialité, plus d'attractivité, plus de dynamisme, ou bien sinon on peut dire, écoutez, on va essayer le macronisme municipal. Au moment où on constate que le macronisme national a abîmé le pays, moi je me battrai jusqu'au bout pour éviter que le macronisme vienne abîmer cette ville de Bordeaux que j'aime tant, et je sais que les Bordelais partagent aussi ce souci. Thomas Cazeneuve, pourquoi voter pour vous ce dimanche ? Chers Bordelais, j'aime passionnément ma ville, comme chacune et chacun d'entre vous. Je me bats avec vous depuis 6 ans. Dimanche dernier, vous nous avez envoyé un message très clair. Vous souhaitez l'alternance à Bordeaux. Avec l'équipe qui m'accompagne, issue majoritairement de la société civile, nous avons réalisé un grand rassemblement de femmes et d'hommes engagés dans notre ville, compétents, expérimentés, prêts à tout donner pour notre ville parce que nous avons un nouveau projet. Un projet de rayonnement, un projet d'ouverture, mais aussi nous voulons agir vite et fort sur le quotidien, sur votre quotidien, puisque vous attendez des résultats. Donc dimanche prochain, nous avons rendez-vous avec notre avenir. Mobilisez-vous, nous pouvons réussir l'alternance, vous pouvez changer d'équipe et avec toutes celles et ceux qui m'accompagnent, nous sommes prêts à agir avec vous et pour vous. C'est la fin de ce débat spécial, second tour de l'élection municipale à Bordeaux. Merci beaucoup Pierre Urmic, maire sortant, les écologistes, et Thomas Cazeneuve, challenger numéro 1 de ce scrutin, député de Gironde, d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous deux, bonne dernière ligne droite de campagne, il vous reste à peine 3 jours. Vous allez filer dans la foulée de cette émission. Merci Kevin d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Rendez-vous bien évidemment dans toutes nos éditions d'ici dimanche pour rendre compte de ce second tour de l'élection municipale. Et bien sûr, dimanche soir, d'où nos grandes soirées électorales sur Ici Gironde et sur Ici Aquitaine. Belle suite